Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nature, ou plus précisément au droit de la nature. Parce que Camilo Toledo, que j'ai invité pour cette rencontre, a coordonné un livre magnifique qui s'appelle Le fleuve qu'il voulait écrire. Tu peux nous rappeler peut-être juste techniquement déjà le dispositif de ce travail? Merci beaucoup, Jean-Marie. Tu me permets de faire juste un tout petit pas en arrière? Non, non, mais je vais absolument répondre. D'abord, merci de l'invitation. Merci d'être là. Alors, donc, avec Jean-Marie, on s'est connus en plus à une époque où, justement, je documentais ce qu'on appelait à l'époque le mouvement anti-mondialisation, depuis l'insurrection zapatiste jusqu'aux événements de Gênes, où un militant italien a été tué par la police italienne. Donc, il y avait toute cette sorte de monde qui essayait de transformer, de métamorphoser les régimes de nos sociétés. Excuse-moi que je t'avais invité au Palais de Tokyo. Voilà, c'est ça. C'était fin des années 90. Exactement. Moi, Et bon, je le dis d'ailleurs en souriant, mais c'est vrai qu'à l'époque, le zeitgeist, hein, l'esprit du temps à Paris était beaucoup dans un esprit du temps un peu fin de siècle. C'était le temps de la fin de l'histoire. Et moi, je tiens depuis l'enfance, et depuis généalogiquement presque un rapport à la politique, mais une politique, disons, oui, qui pense un peu l'universel, le monde, voilà, dans une tradition, également familiale, de gauche. Et donc, on s'était rencontrés autour de là. Donc moi, ma grande question, à travers les différentes formes d'art, c'est celle de la transmission et de la métamorphose. C'est ça qui va m'occuper. Alors j'ai presque une triple formation, mais en tout cas, comme tu l'as rappelé, j'ai toute une formation autour de la littérature qui va jusqu'au doctorat à la recherche en littérature comparée. J'ai une formation en art, enfin photographie et tout ce qui était la question de l'image. Et puis il y a aussi une formation que j'avais un peu laissée de côté parce que pour moi, elle était associée à l'histoire de la violence structurelle de nos sociétés, qui était une formation en sciences politiques et en droit. Voilà. Et ça expliquera pourquoi la question de la loi et du droit est revenue très fortement dans ma vie. Mais en tout cas, en venant vous voir, je me posais la question justement du moment politique dans lequel on est. C'est que je tiens de mon père une question sur comment est-ce qu'on arrive à produire des métamorphoses, comment est-ce qu'on change des régimes du monde. Et une des plus grandes forces de résistance à la transformation, avant l'argent, c'est la peur. Je dirais parfois même que l'argent et la matérialisation, disons l'argent dans sa dimension accumulative ou rentière, est adossée à de la peur. En fait, la manière d'accumuler de l'argent, c'est pour conjurer la peur, d'une certaine façon. Et donc, la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à libérer des sortes d'énergie de métamorphose. Et dans ce processus de transformation, de métamorphose, il y a une des grandes forces dont nous disposons, y compris dans le monde artistique, c'est la puissance narrative. C'est la puissance de la fiction. Donc c'est ce que j'ai appelé au fil de ma pratique la potentialité. En fait, c'est que dans le présent, on va mobiliser des récits, on va créer des récits qui vont aider non seulement à imaginer, on a parlé de ce monde d'après, mais une autre forme du monde, d'autres manières d'habiter le monde. Mais par ailleurs, je vais également le penser à partir d'un phasage. Comment est-ce qu'on passe de l'état A à l'état B? En sachant que sur toutes ces questions, et je l'ai vu dès les années 90, c'est que je me souviens, je l'ai écrit dans plusieurs livres, c'est que le temps après la chute du mur de Berlin était un temps où on nous parlait d'un état un peu figé de l'histoire. Ça a été tout ce thème, et j'ai écrit un opéra notamment qui s'appelait La chute de Fukuyama, d'après la figure de Francis Fukuyama. C'était cet évangile d'un temps qui était arrivé à son terme, avec à l'arrière d'ailleurs des idées de paix perpétuelle. On était sorti de l'histoire et on était donc sorti potentiellement de la violence et tout allait aller pour le mieux et il y aurait la démocratie, le marché et cet état-là, cette synthèse-là comme un état de fin de l'histoire. Et comment est-ce que l'on arrive en fait moi, dès le très jeune en fait, j'avais cette sorte de petite musique à l'oreille qui me disait non mais fin de l'histoire, non. Dès 14 ans, au moment de la chute du mur de Berlin, je l'ai écrit dans un autre de mes livres qui s'appelle Le être et le boulot. Pour moi, la chute du mur de Berlin avait une toute autre tonalité. Et donc, voilà ma pratique, en quoi elle consiste. À chaque fois que je vois en quelque sorte des états figés du monde,
Je vais essayer de voir ce qui se pense depuis les sciences humaines, qui nous oblige, qui nous force, je dis au sens, on est l'obligé de quelque chose, on est l'obligé de l'histoire, qui nous oblige à accomplir des métamorphoses. Et ensuite, je vais me poser la question du récit. Voilà. Et je vais le faire dans 2 états du temps. Je suis quelqu'un qui ne m'occupe pas tellement du présent. Il y a des gens qui sont très bons pour chroniquer le présent. Moi, je m'intéresse plutôt à comment est-ce que je reprends l'interprétation du passé et comment est-ce que je propose des récits alternatifs pour le futur. C'est mes 2 lieux d'intervention, le passé et le futur. Et il y a d'ailleurs derrière ça un travail de Paul Ricoeur qui parlait toujours des futurs inaccomplis du passé. Donc, comment est-ce que je reprends la question de la tradition et donc de là où on en est, du legs, et comment est-ce que je réinterprète ce legs pour livrer, en quelque sorte, à ceux qui nous suivront, notamment nos enfants, une autre histoire de l'avenir. C'est quelque chose qui est à la fois très pris de la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin. Bon, voilà. Je ne vais pas citer trop de noms. Mais en tout cas, voilà comment j'organise. Donc j'ai une pratique, notamment dans ce qu'on appellerait généralement l'art, depuis le début du siècle, du 21e siècle, consiste à dire, voilà, quelle institution potentielle je peux présenter pour débloquer ces métamorphoses. Voilà. Et alors, donc, je l'ai fait avec l'Europe, pendant des années, avec une question politique pour moi éminente que beaucoup de nos amis qui font de la politique strictement ne voient pas, qui est la question du commun politique en langue plurielle. Comment est-ce qu'on arrive à créer en Europe un espace public, donc un sentiment européen, un espace public européen, alors que nous ne parlons pas, que nous n'encodons pas le monde de la même manière. Donc là, on voit surgir cette question de l'encodage, et dans mon travail, on voit surgir la question de la traduction. Alors il y a la fameuse phrase de Umberto Eco sur laquelle j'ai longuement médité, qui est « La seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction ». Et donc ma question a été, dans cette première institution potentielle, qui est un projet qui a duré 8 ans, comment est-ce qu'on arrive à incarner cette langue? Comment est-ce qu'on fait de la traduction une langue? Il se trouve qu'au commencement, à l'orée de ce travail, en 2009, je rencontre Bruno Latour. Je l'invite pour parler de traduction, avec d'autres. On était très nombreux dans ce projet, parce que chaque fois, dans ces projets-là, il y a une dimension collective dans mon travail. Et il arrive, tout Bruno Latour qu'il est, avec la théorie des actants, bon, ça bien sûr, avec tout son travail de sociologie des sciences, mais surtout, il arrive avec une proposition ce jour-là qui consiste à dire « Je vais vous parler de la traduction qu'opèrent les scientifiques à partir des mondes non humains ». Donc, quelles opérations de traduction sont accomplies par des scientifiques? Et donc, dans mon esprit, s'ouvre quelque chose qui est d'une traduction étendue. Voilà. Et ça vient en fait très très vite, voilà, dans mon travail. Et puis arrive ce moment vers 2015-2016 où je vois, et 2017 évidemment, la loi de Nouvelle-Zélande, où je lis, je commence à lire. Alors je vais préciser, ou si tu veux préciser. Non, je vois arriver les premières lois et les premières jurisprudences, donc qui sont des décisions de justice, qui donnent des droits à la nature, mais qui accessoirement en plus donne le statut de sujet juridique à des entités naturelles, des forêts, des rivières, des lacs, etc. Et la Nouvelle-Zélande, c'est la loi de 2017 qui, à l'issue d'un long procès, conduit à la reconnaissance de la rivière Wanganui, ou Whanganui, comme une entité légale, comme une personne, il a même été dit personne humaine. En fait, on ferait mieux de dire personne non humaine, mais... Et je vois arriver toutes ces décisions et je me dis, mais en fait, ce monde-là est en train d'arriver, en fait. Il advient. Donc, il y a une métamorphose en cours. Et voilà, comment est-ce qu'on va la penser? Et notamment, comment on va la penser à partir du droit et de la langue et la traduction. Puisqu'à partir du moment où on donne des droits aux entités de la nature, la langue d'habitation de la Terre cesse d'être une habitation en langue nationale ou maternelle ou autre, en langue humaine, mais devient une habitation en traduction, où nous avons non seulement, nous, à nous traduire entre humains d'origines de plus en plus différentes, donc c'est ce lien avec la question d'ailleurs des migrations, mais également nous avons à penser la vie commune et les termes de l'habitation en termes de traduction d'entités non humaines, donc de quoi le monde a besoin. Voilà, que nous négligeons. Et par ailleurs, à cette occasion, est revenue très fortement dans ma vie la question du droit. Et là, je fais juste une petite parenthèse. C'est que dans la postface du juge du livre est très pertinente de ce point de vue-là.
c'est que dans l'histoire c'est vrai, de la gauche, ou on va dire de celles et ceux qui ont pensé des métamorphoses dans un sens de plus d'égalité ou de justice, y compris de justice climatique, l'histoire de la gauche a souvent déconsidéré le droit. Dans l'histoire du marxisme, c'est très fort. Le droit, c'est une machine, c'est une superstructure qui permet d'assurer les intérêts de la classe dominante. Grosso modo, c'est ça. Et dans une grande mesure, c'est tout à fait vrai. Le droit organise une rente, et notamment, dans le sujet qui nous concerne ce soir, une rente humaine sur la Terre. Nous avons des droits et les entités de la nature, tendanciellement, n'en ont pas. Les entités de la nature sont des objets, nous sommes des sujets, et donc nous avons voilà, une capacité active sur le monde, alors que le monde reçoit notre action. Et donc, là, tout d'un coup, j'avais des exemples partout, de différents coins du monde, où le droit redevenait une puissance de métamorphose. Et évidemment, je pense qu'on y viendra, mais ça m'a passionné de travailler là-dessus parce que ça engageait la question de la fiction. C'est-à-dire, ça nous rappelle au fait que les termes de notre habitation humaine du monde sont des termes fictionnels, c'est-à-dire un système, un ensemble de codes, d'encodage. Donc le capitalisme est le fruit de l'ensemble des codes que nous avons décidé de mettre en commun, notamment à l'échelle de la Terre, ce qu'on appelle la mondialisation. La démocratie représentative, c'est l'ensemble des codes sur lesquels on s'est mis d'accord au fil d'une histoire politique plus ou moins houleuse. Et en fait, la question aujourd'hui qui nous est posée, qu'est-ce que Bruno Latour dirait est une question terrestre, c'est comment est-ce que nous allons changer les codes, les manières d'encoder le monde pour mieux habiter, ou pour habiter de manière moins destructrice ou moins prédatrice. Voilà. C'est changer le roman, il le dit dans l'introduction, il veut changer le terme du roman dans lequel on est. Quand on dit « nous n'avons jamais été modernes », il faut l'entendre un peu comme ça. C'est toujours été une expression très connue de Bruno Latour, mais qui est souvent un petit peu compliquée à appréhender. En fait, nous n'avons jamais été modernes dans le sens où il faut précisément dépasser cette séparation qu'on a un peu complètement intériorisée entre la nature et les sujets. Oui, oui. Cette phrase, d'ailleurs, est très paradoxale et je continue à me questionner là-dessus parce qu'en fait, il dit à la fois, en fait, nous ne sommes que les enfants de cette modernité, c'est-à-dire de l'histoire de la coupure et de la séparation. Mais en tout cas, il va participer, il a beaucoup notamment écrit là-dessus et même lui-même contribué à différentes entreprises artistiques pour engager la question de la fiction. Il dit, en fait, le monde scientifique nous dit qu'il faut changer. Et donc, alors là, on retrouve la question du langage qui est à l'origine du livre. Oui, je n'ai pas répondu à la question du dispositif. Ouais, c'est que, en bref, si on prend quelques sciences et sciences de la nature, l'éthologie, la biologie, la botanique, la biologie, les sciences du système Terre, donc la géologie actuelle, la biogéologie, en fait, plus l'anthropologie et l'anthropologie de la nature de façon descolienne, on voit que l'ensemble de ces sciences ont une écoute beaucoup plus fine, c'est-à-dire une capacité de traduire beaucoup plus intense de ces différentes entités de la nature. On sait mieux écouter la vie des anguilles, on sait mieux écouter la vie des arbres et comment ils se transmettent de l'information. On comprend mieux les logiques d'interdépendance du système Terre et de la zone critique. Donc l'écoute, et la phrase de Descola qui, moi, m'a inspiré tout au long du travail, parce que ça a duré 3 ans, ce travail, qui a mené au livre, c'est cette phrase où il dit « Comme il y a eu au temps des Lumières un changement des savoirs qui a conduit à des transformations légales et politiques, alors il doit y avoir également des transformations légales et politiques qui répondent aux modifications et aux transformations des savoirs, et notamment des savoirs de la nature et de l'anthropologie sociale de la nature, etc. » Donc vous voyez, en fait, et moi je suis le garant en quelque sorte, et je pense que c'est là aussi une des fonctions de l'art, c'est qu'on doit être à un moment donné un des garants du temps long. Le politique ou l'économique gère des temps très courts. Ce sont des cycles très courts, des cycles qui sont d'ailleurs imposés par un certain nombre d'écritures, les écritures comptables, les écritures d'exercice, il faut boucler l'exercice, il y a des budgets. Tout ça est organisé sur un temps très court. Et la liberté qui s'ouvre du côté de l'art, du côté des écritures, du côté des écritures de plateau, de scène, ou même, y compris d'une politique de la rêverie ou de l'errance, puisque j'ai pas mal quand même d'amis en ZAD ou autre, c'est-à-dire une chose qui sort du cycle court de nos rythmes humains de moderne, eh bien, c'est tout d'un coup de changer d'échelle, de dire comment est-ce qu'on pense dans du temps long. Et voilà, un des inspirateurs de ce projet qui est Christopher Stone, dans les années 70, qui est un juriste,
la question qui s'était posée à l'époque, pour se demander si les arbres avaient le droit de plaider en justice, c'était des séquoias. Alors qu'est-ce que c'est qu'une politique des séquoias? Une politique des séquoias, c'est une politique à 2000 ans. Et donc pour nous, c'est une échelle de temps qui est incommensurable, en fait. Et donc voilà un peu le genre d'effroi, de vertige, justement, qui nous saisit à l'ère où on doit prendre en charge des temporalités qui sont toutes différentes de nos temps humains et qui ne sont absolument pas rendues dans nos encodages, parce que l'ensemble de nos encodages économiques ou politiques sont sur des temps très courts. Alors donc voilà, à chaque fois, c'est ça, cette question de comment est-ce que je transforme le code, et notamment pour donner la voix au temps long. Alors, juste peut-être une précision. Est-ce qu'on n'est pas là face à... Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui des sciences du vivant, mais de la philosophie. Il y a énormément de penseurs. Tu as cité Philippe Descola, on pourrait citer Vincent Després, Emmanuel Kocha, Natsing. On voit qu'il y a une énorme productivité là-dessus. Mais est-ce qu'on n'est pas... Francis Allais, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que ce problème-là qu'on aborde ce soir, est-ce que c'est un problème qui est, j'allais dire, occidental, dans le sens où l'Occident peut-être a été peut-être cette civilisation qui justement a toujours consisté à réifier un peu précisément la nature. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations, et c'est ce qu'on peut sentir chez les savoirs indigènes, comme on le dit rapidement, tu vois, vous en parlez pas mal dans le livre aussi, où précisément cette question n'existe pas. Le rapport aux plantes est une évidence. On arrivait à interpréter, discuter. La nature était, j'allais dire, plus qu'une ressource, c'était presque un acteur social. Est-ce que tu dirais que c'est un problème occidental et que d'une certaine manière, là, on est dans peut-être un moment de bascule, en tout cas dans la réflexion générale sur le fait qu'on va peut-être être un peu plus, j'allais dire, indien, ou je ne sais pas comment le dire, on va un peu changer notre paradigme. Oui, c'est une expression que j'emploie. D'ailleurs, j'ai vu que tu la reprenais dans la présentation où je parle de l'horizon indien de l'Occident. Après, j'ai beaucoup de réserves à l'égard de ces grands mots. J'appelle ça les mots agrégatifs. Quand on dit Occident, en fait, on se dédouane de penser la chose. En fait, l'histoire de la coupure, dans l'histoire de la modernité, de la coupure avec le monde de la nature, c'est plein de petites blessures. C'est d'ailleurs souvent une chose que moi j'ai observée. Je travaille sur la blessure entre les codes et le monde. Ça, c'est vraiment mon lieu. Et donc voilà, c'est une longue histoire. Donc je vais avoir du mal à dire, bon, c'est l'Occident. Non, c'est une longue histoire. Notamment, par exemple, moi, il y a une chose qui est assez rarement citée, mais c'est un point que j'étudie beaucoup, c'est le moment du monothéisme, en fait. Le moment de la coupure entre le plan de la transcendance et le plan de l'immanence. Et donc, quand il y a du sacré, et vous savez, sacré, c'est séparé. Et donc, tout d'un coup, le reste du monde devient profane. Et toutes les sociétés qui n'ont pas profané, c'est celles précisément qui n'ont jamais vu la nature ou la terre comme un espace profane. Donc ça, c'est des traces, c'est des legs immémoriaux, en fait. C'est des legs très, très longs et qui, au départ, sont un peu entrelacés. C'est-à-dire que le moment, si on lit attentivement la Torah ou la Bible ou autre, ou le Coran même, c'est qu'on voit qu'il y a une présence de la nature très forte. La nature se manifeste. Certes, il y a un horizon monothéiste, mais le buisson ardent, le mont Sinaï, en fait, il y a de manière tellurique, quelque chose se produit et des intensités, disons, des shrinas ou des intensités divines vont se manifester dans le monde. Mais en même temps, on sent que déjà, ça sépare. Et puis progressivement, on épure. Alors, il y a un très beau livre de David Abraham où il écrit aussi que c'est l'alphabet. C'est la culture alphabétique qui, progressivement, nous enferme dans ce code lettré, ou cet encodage, y compris numérique, l'apparition de l'écriture dans le bassin mésopotamien, c'est à la fois de l'écriture textuelle, mais c'est aussi du nombre. C'est la même chose. En hébreu, c'est presque le même mot. Sefer, sofer. Sofer, c'est le scribe. Sefer, c'est le livre. Et en même temps, c'est compter, c'est raconter. Enfin, d'ailleurs, on a ça en français aussi. C'est assez joli. Compter et compter. Donc, à chaque fois qu'avance le code, on se met à regarder le code et on se détache du monde. Et ça, c'est l'histoire de la blessure. Alors qu'effectivement, des sociétés qui ont été plus résistantes à l'écriture, c'est les hachoirs étudiés par Descola, c'est ça, les sociétés des Arctiques, c'est également cela, en fait, les sociétés maoris ou aborigènes, on parle de mondes qui ont une plus grande résistance à l'écriture, si bien qu'elles ont continué à lire le monde comme un livre. Nous, dans l'histoire des modernes, il y a la coupure parce qu'il y a cet encodage de plus en plus abstrait. Je pourrais aller jusqu'à la question des algorithmes. Et donc, ce que j'appelle aussi la blessure représentative, où quelque chose se coupe. Et donc, on n'habite plus la Terre, on habite le code qui représente la Terre. Alors ça, c'est une longue histoire. Donc, il est vrai
et je m'arrêterai là-dessus, que la philosophie qui inspire les droits de la nature est très inspirée des cosmovisions qu'on va qualifier, pour trouver de mots trop compliqués, d'indigènes. La Tour dit qu'on est nous-mêmes animistes. Et alors, voilà. ça c'est le twist latourien qui est toujours très amusant. Lui, il le dit depuis son travail sur les scientifiques. Il dit en somme, un scientifique qui étudie les tornades ou le phénomène des tornades, il ne cesse de dialoguer avec son objet, ce qu'on va encore qualifier d'objet. Mais en fait, on pourrait dire un sujet, ce qui est soumis, au sens de suggestion, à son regard. Donc ça, c'est le twist qu'il fait, c'est qu'il dit en fait, on a beau dire nous sommes séparés de ces régimes indigènes, en fait, on continue d'animer nos objets, les objets sont animés, etc. Moi, j'aime dire, à dire vrai, et étendre cette phrase en disant, regardons je parle parfois comme ça à mes enfants d'ailleurs, regardons l'économie politique dans laquelle nous vivons, le système capitaliste est éminemment animiste. En fait, parce que quand on voit des jeunes qui disent il faut que j'ai telle marque, cette chose, et l'intention qu'il y a là on est ici à la Fondation Ricard, à chaque fois les marques ont des intentions, elles ont des mobiles, elles parlent, elles ont des porte-paroles, elles ont des représentants, et si on regarde au bout, c'est une somme d'argent, c'est du capital. Donc ça anime un objet, ça anime l'argent. Quelque sorte. C'est ce qui met en mouvement de l'argent. Donc ça met en mouvement des fictions ou des abstractions qui produisent des effets sur le réel. Donc c'est vrai que le grand retournement, il est là. Un anthropologue, s'il était là, dirait oui, mais alors il faudrait dissocier l'animisme des modernes de l'animisme des indigènes. Et ça n'est pas le même animisme. Il y en a un qui s'est justement détaché du monde par les fictions qu'il a mis en mouvement, et un autre qui, au contraire, reste dans un rapport au monde d'équilibre. Enfin, c'est tout l'exemple de « je ne dois prendre à la forêt que ce dont j'ai besoin ». Donc, c'est un rapport en permanence de négociation avec des entités non profanées. Ouais. Non profanées, encore de l'ordre du sacré, d'une certaine façon. Et alors, voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de la grande coupure. Et dans le droit, dans notre histoire du droit, c'est marqué par ce qu'on appelle la summa divisio. Donc, ceux qui n'ont pas fait d'études de droit, je l'explique. C'est un terme qui a l'air très savant, mais en fait, c'est tout simplement une sorte de grande coupure entre le monde des objets et le monde des sujets. Voilà. Et en fait, dans le texte de Christopher Stone, que je vous invite vraiment à lire si vous vous intéressez, parce que d'abord, il est très court, donc si vous avez des vieilles... bien rempli, en fait, ça se lit très très bien, peut-être un peu plus rapidement que le fleuve qui voulait écrire, quoique je crois que j'ai fait un travail pour que ça se lise aussi comme un roman. Facilement. Voilà, mais enfin, pas tout à fait comme un roman. Mais voilà, mais donc que dit Christopher Stone? Il dit bon, on a cette coupure entre les objets et les sujets, mais il dit un peu comme il ferait du Haraway avec sa coupure. Il dit mais c'est une zone trouble cette coupure, c'est une zone grise. Regardons les esclaves. Voilà des sujets humains qui étaient traités comme choses. Dans le droit américain, nord-américain, c'était des goods, donc des biens. Et à la faveur d'un changement des valeurs sociales et à la faveur d'un certain nombre de luttes politiques, voilà ces choses qui deviennent des sujets. Donc on voit bien qu'elles sont requalifiées fictionnellement par les fictions du droit. Elles étaient fictionnellement posées comme objets. Et les voilà maintenant des sujets politiques plus ou moins de plein droit, avec tous les problèmes qu'on sait qui ont suivi de non-reconnaissance de ces droits, etc., du droit réel, entre le droit réel et le droit... Voilà. Donc, il prend le même exemple sur l'histoire des femmes. Et il le dit vraiment en filigrane. Il dit l'histoire des femmes, c'est l'histoire d'un passage de la frontière entre des demi-choses et des sujets pleins du droit. Et dans cette longue histoire du passage de la frontière, il finit par dire est-ce qu'on ne peut pas penser à un monde où des entités que l'on considérait comme des objets ou des sujets de type objet de la nature deviendraient également des sujets du droit. Voilà, ça c'est l'histoire politique longue qui est un peu déjà entre
entre les lignes dans le livre de Stone de 1972 et qui a inspiré pour moi le fleuve qu'il voulait écrire. Mais alors, justement, la question qu'on peut se poser spontanément, c'est qu'un juriste aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il puisse, comment dire, appréhender, intérioriser, comprendre même ce basculement-là. C'est-à-dire qu'il est lui-même pétri comme ça de la culture du droit. Et en l'occurrence, je disais tout à l'heure, vous avez reçu pour ces auditions du Parlement de Loire des philosophes, des anthropologues, etc., mais aussi des juristes. Et il y a beaucoup de juristes aujourd'hui qui réfléchissent à cette question, justement, c'est une vraie révolution juridique, vraiment. Enfin, c'est ce à quoi ils s'invitent. Comment comprendre finalement qu'eux-mêmes, finalement, comment ils ont compris la nécessité justement d'accorder des droits comme ça à la nature? C'est passé par quel mécanisme? Parce qu'on peut comprendre qu'un anthropologue ou un philosophe comme Latour puisse penser à ça. Ça fait 30 ans qu'il bosse là-dessus, on voit bien. Un juriste aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment il arrive finalement à ça, parce que pour le dire, c'est une formule, je crois que tu as déjà toi-même exprimé. Je crois que tu parles vraiment de changer l'esprit des lois à partir de la Loire. C'est ça un peu, bon, c'est un jeu de mots, voilà, mais l'esprit des lois à partir de la Loire, donc c'est quand même conceptuellement assez j'allais dire, ambitieux. Comment un juriste aujourd'hui, est-ce qu'il trouve ça vraiment, j'ai envie de dire, un juriste lambda, il comprend ça, ou est-ce que les juristes que vous avez interviewés, rencontrés et discutés dans le cadre des auditions sont des, comment dire, un peu des minorités, des êtres à part, ou disons peut-être un peu vraiment singuliers? Comment tu pourrais définir le profil de ces juristes? Alors, alors déjà, je vais essayer de cadrer les choses, parce que beaucoup de juristes, dans nos droits européens, disent on a tout ce qu'il faut en termes de normes environnementales. D'ailleurs, on pourrait même se mettre à l'écoute. Le droit d'environnement, c'est d'ailleurs beaucoup bousculé ces dernières années. On protège beaucoup le vivant. Voilà. C'est très, 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 très développé dans le champ du droit. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'expose d'ailleurs dans cette petite préface, qui, je crois, exposait ça assez bien. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, on avait un droit protecteur. On avait un droit de l'environnement protecteur. Et ce droit de l'environnement est le fruit d'une certaine matrice culturelle. Je vais très vite, mais la matrice culturelle qu'on pourrait avoir, elle est qualifiée par Morisot d'éco-paternaliste, mais ça pourrait être un éco-maternaliste, peu importe. C'est l'idée que l'être humain est au sommet de la hiérarchie des êtres, parce qu'il est doué de parole. Donc on reste dans la matrice culturelle que nous autres, les enfants des modernes, avons connue. Nous sommes au sommet de la hiérarchie de la conscience, si on veut. Et comme Noé à l'égard des différentes espèces dans son arche, donc là on voit effectivement la prégnance des récits monothéistes, eh bien nous avons la responsabilité de cette pastorale, de prendre soin d'eux, d'être responsable pour... voilà. Et donc ça a été la genèse de ce que j'appelle la première saison des droits de la nature. La première saison des droits de la nature qui court, on va dire, des logiques de protection d'Aldo Léopold, de sanctification des grands parcs américains et de la wilderness, qui a été un peu imité partout dans le monde, jusqu'à différentes lois de protection de l'environnement, jusqu'à la dernière loi de 2000, je ne sais plus exactement si c'est... Enfin, c'est après la catastrophe de l'Erika, sur ce qu'on a appelé la loi sur le préjudice écologique. On répare on répare les dommages, on est responsable pour... Voilà. Donc vous voyez, là, c'est vraiment un regard par en haut. Bon. Et puis, c'est ce que j'ai dit, c'est que les sciences nous montrent que la nature ne fonctionne pas comme ça, que chaque forme de vie, animale, végétale, a son propre Umwelt, son propre environnement, qu'il y a des perspectives propres, la perspective d'un bassin versant, la perspective du cycle de l'eau, la perspective de différentes éthologies animales, bon. Et que ces perspectives, eh bien, elles ont en quelque sorte des droits subjectifs. Donc on bascule d'une logique, donc dans la première saison des droits de la nature, le droit de l'environnement, c'est un droit protecteur avec une vue par en haut, qu'on peut qualifier d'éco-paternaliste ou autre, mais qui découle de cette matrice culturelle. Dans la nouvelle saison des droits de la nature, il y a ce perspectivisme dont parle un anthropologue comme Viveros de Castro, où on va dire non, maintenant ce n'est pas l'être humain qui est le gardien, etc., c'est les entités, les différentes entités qui peuplent le monde, avec lesquelles nous sommes liés et qui forment ensemble une vie habitable, ces différentes entités qui ont leurs droits subjectifs. Donc on va pouvoir, et on va voir d'ailleurs, apparaître la déclaration des droits des rivières, avec des différents modèles qui vont être adaptés en fonction des lieux,
la déclaration des droits de telle ou telle espèce animale, la déclaration des droits d'un animal menacé ou d'une espèce menacée en particulier. Et du point de vue disons, de ce qui se passe devant la justice, si on prend un procès, c'est presque pareil. Mais du point de vue de la manière qu'on a de penser la vie ensemble, là, on voit que c'est très différent parce que ça devient des focales. C'est-à-dire, je dis parfois, si j'étais le représentant d'une entreprise, je cesse de représenter les droits humains. Je parle des droits de l'entreprise. Donc, je focalise au nom des droits de cette entreprise. Et j'ai moi-même interviewé, tu le sais, des représentants de grandes marques qui étaient parfois très critiqués. Ces porte-paroles, parfois, lorsqu'on branche les caméras, sont plus tout à fait humains. Ils parlent au nom de la machine qu'ils représentent. Et je ne peux pas leur en vouloir. Parfois, il faut simplement gagner sa vie. Parfois, c'est du cynisme. Peu importe. Mais je ne suis pas là du tout pour jeter des bons points ou des mauvais points. C'est simplement pour dire que nous avons, nous, humains, une capacité de focaliser en fonction des fictions et des perspectives que nous représentons. Nous pouvons être l'État français. Et lorsque quelqu'un dit « je suis l'État français » ou « je suis l'État américain », il peut très bien quitter son humanité. Enfin, ou l'État russe ou l'État chinois. Ça, c'est encore plus facile. Donc, on sait quitter notre humanité. Voilà. Déjà, ça, c'est la... Et donc, la chose, c'est qu'on quitte notre humanité que pour représenter des artefacts que nous avons produits. Un État, une entreprise, ça peut être une association. Mais là, ce qui est en train d'arriver, du point de vue de l'histoire, des sensibilités, ça rejoint Hervé, c'est que maintenant, nous avons de nouveau cette saison des empathies, où nous savons nous mettre à la place de la pierre. En tout cas, nous avons tendanciellement envie de refocaliser du point de vue de l'arbre, du point de vue de la montagne. Voilà. Et le droit va naturellement, je crois, assez spontanément suivre cette chose. C'est une bascule qui est plus aisée dans les mondes qui portent encore des traces indigènes, comme ça a été le cas de la loi néo-zélandaise ou des jurisprudences en Colombie ou en Amérique latine. Mais je pense que la nouvelle génération, je pense à mes enfants, Fridays for Future, etc., n'auront aucun mal à focaliser ces autres perspectives, donc à être la montagne. Et on le voit dans les sciences humaines, tu parlais de Vinciane Després, c'est presque devenu un motif éditorial, c'est penser comme l'oiseau, penser comme l'iceberg, penser comme... à tel point que c'est devenu presque drôle pour moi, parce que c'est devenu... Et ma question, moi, qui est toujours celle d'une grande pragmatique, c'est de dire, bon, c'est bien joli la prosopopée, c'est bien joli, même moi je peux le faire en tant que poète, d'écrire le monologue de la rivière, comme je le fais à la fin du livre, ou d'écrire le monologue de l'oiseau, etc. Mais comment est-ce que j'arrive à le faire atterrir dans le droit? Et là, on a des outils aujourd'hui très pragmatiques. Et alors, tu me demandais la perspective des juristes. Ouais, mais, bon, alors, les juristes, qu'est-ce qu'ils disent? Pour celles et ceux des juristes qui s'engagent dans cette seconde saison des droits de la nature, ils disent, certains vont dire, comme Valérie Cabane, qui est une juriste, ouais. Voilà. Par comparatisme avec d'autres droits, et notamment des droits issus de ces cosmovisions indigènes, il faut que nous y allions parce que nous sommes une partie de ce monde. Et donc, ça nous permet de mieux défendre les droits de la nature. Il y a celles et ceux comme Leroy et Marguenot dans l'audition 1, qui est vraiment l'audition que je vous invite à lire tout de suite quand vous ouvrez le livre, qui est formidable, très pragmatique et très concrète. Eux, ils disent, nous pouvons le faire de l'intérieur du droit français, sans même nous inspirer d'autres droits dans le monde. Et ils vont expliquer pourquoi, en fait, ça permettrait à des entités de la nature de mieux se défendre. Alors là, si ça vous intéresse, je peux vous expliquer pragmatiquement pourquoi c'est... Bah oui, ça nous intéresse, parce que c'est la grande question. C'est comment on arrive à traduire ça. C'est la question qu'on se pose souvent, comment la loi peut se défendre elle-même. Et ça passe par quel biais? Et c'est ça l'outil de droit que vous y réfléchissez. Et je pense à la grande question. Pas que, ouais. Parce qu'il y a dans le livre, dans le fleuve qu'il voulait écrire, il y a des conséquences sur le droit constitutionnel, sur le droit public, sur le droit... Enfin, c'est assez vaste. Mais là, ce dont tu parles, c'est la question du procès. Et donc, tu veux voir la théorie. Alors, ce que dit Marie-Angèle Hermite, ça, j'invite à lire l'audition de Marie-Angèle Hermite, qui parlait d'animisme juridique. On le sait, c'est-à-dire que lorsque Christopher Stone, en 1972, se demande comment défendre les droits des séquoias, voilà la situation. On a la société Disney qui veut
qui a acheté une partie du territoire où il y a des séquoias, donc des arbres de 2000-3000 ans. Ils veulent construire une station de ski, un resort, etc. En face, il y a des associations de riverains qui ne sont pas propriétaires des terrains, mais qui sont à côté. Et qui, eux, ne veulent pas voir disparaître cette forêt. Ils vont en justice, ils perdent. Ils vont en justice, ils perdent. Ça va jusqu'à la Cour suprême, ils perdent encore. Pourquoi perdent-ils ? Parce que le juge dit, à la fin, vous n'avez pas, vous, les associations, intérêt à agir, parce que le droit de propriété s'applique, et la société Disney, qui est propriétaire des terrains, fait ce qu'elle veut avec ses arbres millénaires. Et c'est là que Stone commence à travailler à son hypothèse en disant, oui, mais alors, qui a intérêt à agir ? Les arbres. Donc, si les arbres, les séquoias, sont pris en considération comme sujet juridique, plein et entier, alors leur plainte, leur requête sera entendue, reçue. Et ça s'est posé de manière très concrète dans un procès en Belgique, où des associations, différentes associations à Bruxelles, ont fait une action en justice contre l'État belge pour non-action en matière de protection du climat, comme dans le cas de l'affaire du siècle en France. Et ils ont fait une requête. Et puis au bout de 2 ans, ils se sont dit, mais en fait, ils ont entendu parler de ces droits de la nature. Et ils ont dit, mais il faut aussi que les arbres de Bruxelles se joignent à nous. Et donc, la requête, ils l'ont complétée. Elle est formidable, la requête. On en avait fait une lecture à la Maison de la Poésie avec Sarah Van Uxem et Mathieu Dupérex, où ils ajoutent le sycomore à l'angle de telle rue et telle rue, l'érable, etc., à l'angle de telle rue et telle rue. Et ils font une liste des... je ne sais pas, il y a une centaine, ou il y a peut-être 200 arbres. Et les arbres se joignent à la plainte. La réponse du juge a été, nous acceptons la requête des associations qui ont intérêt à agir au nom du climat contre l'État belge, mais nous ne pouvons pas recevoir l'action en justice des arbres qui, eux, ne sont pas reconnus comme sujet juridique. Donc vous voyez très bien que la portée symbolique, et d'ailleurs je le précise, hein, aujourd'hui, si les médias se fixaient un peu une autre charge qui serait de, non pas de réenchanter, parce que je ne crois pas bien à ce réenchantement du monde, mais de nous faire part d'un certain nombre de nouvelles voilà, qui relèvent de la métamorphose, des transformations, alors on aurait au journal de 20h déjà des sujets sur l'action des requins contre des chalutiers japonais, l'action d'une forêt, des zones humides, c'était dans The Guardian au 1er mai dernier, zones humides contre l'État de Floride. En Floride, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Et donc de plus en plus, on verra ces procès arriver devant les tribunaux avec des requêtes qui seront acceptées. Et je crois que la portée, disons, du point de vue du public, la portée symbolique de voir les entités de la nature elles-mêmes dans les tribunaux. Voilà. Alors c'est ça aussi, c'est une autre rêverie qui est magnifique, c'est que Marie-Angèle Hermite, elle est déjà en train de penser ses procès, et elle dit comment est-ce que je maintiens les règles de la procédure lorsque ce sont des entités de la nature qui arrivent dans les tribunaux. Et là, c'est des passages magnifiques où elle dit, elle a écrit d'ailleurs des petits articles là-dessus, sur, en règle de procédure, on parle de l'égalité des armes. Les plaidants doivent être égaux. Et donc, elle se dit, mais comment ? Alors, donc, il y aura les avocats, etc. Mais après, il y a la question aussi de comment produire le corps de la victime dans l'enceinte du tribunal, si c'est une rivière qui a été blessée, etc. Et donc, elle va jusqu'à imaginer des dispositifs techniques pour faire entendre le cri de telle ou telle espèce, pour faire exister dans le tribunal l'image de telle ou telle entité de la nature blessée, etc. Et donc, on voit que ça va très loin et que ça remet la question de la traduction au cœur du tribunal. Tout d'un coup, la langue dans le tribunal, entre Exxon et les coraux de Polynésie, ou Total et les coraux de Polynésie, ça devient une langue de traduction entre les cris des coraux et les intérêts de Total. Et le juge aura à juger de ça. Tu parles de biosémiotique pour expliquer un peu ce que c'est, cette manière justement d'entendre, d'écouter, de traduire justement tous les signes de cette voix de la nature.
Tu peux expliquer ce que ça s'appelle la biosémiotique Oui, mais c'est très simple en fait. C'est des mots savants, mais donc sémiotique, en plus on est dans un espace d'art, donc sémiotique ça doit être... Mais bon, c'est l'ensemble d'un écosystème de signes en fait. C'est ce qui étudie les systèmes de signes. Bon, bah ça va très vite. C'est très vite assez posé. C'est que l'histoire de notre coupure de moderne repose sur une coupure sémiotique, en disant nous sommes les seuls à comprendre des langages élaborés à partir de systèmes alphabétiques, numériques, etc. Et donc, voilà, il y a une coupure presque d'espèces entre l'espèce humaine et toutes les autres. Et en fait, la biosémiotique, ça consiste à réinscrire le genre humain dans l'ensemble des formes de vie, en disant mais en fait, ce qui nous sépare, c'est pas le signe, c'est un degré de plus de signes. En quelque sorte, nous sommes des pollinisateurs de symboles. C'est-à-dire que le seul signe que nous avons en plus, c'est le symbole. C'est toute la sémiologie de Charles Peirce qui dit, en fait, lorsque l'on regarde le ciel, on dit, tiens, l'orage arrive, comme ma grand-mère le faisait, on lit le monde, à même le monde. Et les animaux font ça, les végétaux font ça, ils s'envoient des informations en permanence. Donc tout ce qui relève de l'icône ou de l'indice, c'est ce qu'on appelle l'indice, ça, on le partage avec toutes les autres espèces. C'est ce que dit Bruno Latour, je l'avais noté, il dit dans le livre, il ne s'agit pas de savoir comment parler au nom du fleuve Loire, mais plutôt de parler en disant que nous sommes attachés à lui et que nos vies en dépendent. C'est pas tout à fait la même chose, ça. Pour moi, ça, c'est différent, ce qu'il dit là. Parce que lorsque moi, j'évoque cette dimension traductive de notre temps, et cette importance de la traduction, je dis ce qu'il, par ailleurs, prouve en écoutant les scientifiques. C'est que nous avons une oreille plus fine pour mieux traduire les différentes formes de vie. Et je dis également, mais je ne suis pas seul à le dire, que parce qu'il y a un changement dans l'ordre du langage, il faut qu'il y ait un changement dans l'ordre des lois. En somme, si nous ne sommes pas les maîtres du langage et que nous avons simplement un petit degré en plus et que nous voulons nous réinscrire dans l'ensemble des formes de vie qui parlent et qui échangent de l'information, alors on doit changer les formes de nos lois. Mais ce n'est pas la même chose de dire, et c'est là où Bruno reste dans une logique, je dirais, comme il a appelé ça dans son manifeste, de prospérité, et qu'il pense la prospérité d'abord des humains, c'est qu'il dit, en fait, on n'arrivera jamais à parler le langage de la rivière. Là, dans cette phrase-là, il ne dit pas qu'on peut parler depuis la rivière. Moi, je pense qu'on peut parler depuis la rivière. Et notamment en écoutant la science. Lui, il va dire là, non, nous pouvons donner une incarnation à la rivière parce que nous avons une intensité d'attachement. Donc, mettons qu'il y a un projet là, ils veulent construire des nouvelles centrales dans les politiques, dans les débats politiques qu'on entend. Mettons qu'ils posent des nouvelles centrales le long de la Loire. Ça va être un conflit entre différentes formes d'attachement. Notre attachement générique national à la question énergétique, avoir besoin d'électricité non carbonée, et l'attachement des riverains humains de Loire qui ne voudront pas avoir une centrale de plus ou des rejets. Donc ce sont des conflits d'attachement. Et ça nous traversera tous. C'est-à-dire qu'on peut être attaché à la question énergétique nationale en disant bah oui, j'ai intérêt à ce qu'il y ait plus d'électricité non carbonée, mais en même temps, moi, je suis le long de la Loire et j'ai intérêt à ce que mon paysage soit préservé. C'est les conflits d'attachement qu'il évoque en sociologue, je dirais. Là où le livre, pour moi, Le fleuve qu'il voulait écrire, va un tout petit peu plus loin, c'est qu'il dit on a intérêt, ou en tout cas, il se pose la question de comment est-ce qu'on peut modifier le jeu d'acteurs pour qu'il y ait des acteurs non humains qui interviennent dans le champ social. Pour que la rivière Loire puisse dire à un moment donné, non, votre centrale, j'en veux pas. Et je fais un recours devant le tribunal administratif, à la fois contre l'État français et contre EDF, mettons. Et la compréhension qu'on doit avoir, c'est est-ce que nous autres, le souverain français, ou européen, ou d'autres pays, on veut voir advenir ce jeu d'acteurs? Est-ce qu'on y a intérêt? Sachant que nous, on est traversés. D'un côté, on va se dire, on voit bien, les arbitrages sont extrêmement cruels aujourd'hui. On va dire, bah oui, quand même, il faut produire une énergie non carbonée. En même temps, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en même temps, j'ai pas envie des éoliennes devant chez moi.
Et donc on voit qu'on est partagé. Et, du coup, ça, c'est un sujet qui est beaucoup discuté en ce moment. Et la survenue, l'affirmation de ces sujets non humains, c'est comme une extension du théâtre social. C'est que tout d'un coup, moi j'ai envie de savoir, parce que j'arrive du mal à me décider, j'ai envie de voir ce théâtre. Un peu comme on va voir un théâtre en disant, tiens, on a Mélenchon contre machin, puis on se décide en fonction. Eh bien, enfin, ça c'est vraiment la version très bête et rudimentaire, mais on aura intérêt à voir en justice la rivière Loire et entendre les arguments des parties. Et finalement, d'ailleurs, on sera peut-être soulagé que ce soit un juge qui est à trancher. Oui, parce que le juge tranchera toujours en dernier ressort. Ça, pour le coup... Voilà, c'est pas forcément la rivière qui gagne. Ouais, forcément. Ça, c'est important de le comprendre. Mais moi, là, l'objet presque de ce livre, c'est de dire, est-ce qu'on a intérêt ou non à étendre le théâtre pour mieux habiter? Et cette question, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que nous avons de mauvais gardiens. Parce que, grosso modo, l'intérêt général des communs naturels a été mal représenté. C'est parce qu'il y a une faillite des systèmes humains et des États à représenter le temps long de la nature que peut-être il est souhaitable de voir advenir ces sujets non humains qui, eux, auront une autre temporalité, donc le temps d'une rivière, le temps d'une forêt, le temps d'un lac, le temps du cycle de l'eau, et qui pourront faire valoir leur droit dans l'espace social. Voilà. Ça, c'est intéressant de le comprendre parce que si on avait eu des bons gardiens, donc des États, et parfois ils font bien leur job par ailleurs, hein, si on a des États partout, si on avait des États efficients qui permettaient qu'on gère, alors eux, avec leurs termes matérialistes ou utilitaristes, ils vont dire les ressources, comme d'ailleurs dans le droit protecteur, on parle encore de ressources et pas de sujet. Si on avait des bonnes gestions des ressources sur un temps long, on pourrait se dire tout va bien. Mais comme il y a cette crise terrestre, comme on voit que en fait, partout il y a une sorte de faillite des systèmes humains tels qu'ils sont dessinés, ou du théâtre humain tel qu'il est dessiné, pour qu'il y ait un respect de ces autres formes de vie à quoi nous tenons, et nos enfants, eh bien, il est peut-être intéressant en fait de créer ces focales. Là, on aura des générations, il faut imaginer, enfin je le dis, à l'issue du livre, on le voit très bien, émerger ce monde, c'est une école, enfin on vient de la supprimer, d'accord, mais en tout cas des gardiens, des diplomates, des traducteurs d'entités naturelles qui feront de la science écopolitique, c'est-à-dire ils ne feront plus de la science seulement politique, ils feront des sciences écopolitiques, et ils feront carrière ou non, parce qu'on peut passer d'un monde à l'autre, on peut un jour être le représentant d'une entreprise et puis à un moment donné faire une crise de conscience et dire maintenant je bascule du côté du sujet forêt et je donne en tout cas ma vie pour le temps où je suis employé par la forêt pour faire que les intérêts de la forêt, que les intérêts, les valeurs, les droits de la forêt soient représentés. Donc ça, c'est un monde à plus de focales, plus de perspectives. Et c'est un peu celui dans lequel nous entrons, mais subrepticement, sans trop le dire, parce qu'on a encore un peu, enfin certains politiques ont beaucoup de mal à l'expliquer. Mais le droit et les exemples qui sont donnés dans le livre sur les droits de la nature... Justement, en attendant cette métamorphose, comme tu disais tout à l'heure, de cette scène légale, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, pragmatiquement, il existe par exemple en France, prenons la France, des cas comme ça où précisément on sent un petit transfert. Alors je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, en Corse, je crois, il s'est passé des choses récemment. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, j'ai vu que tu avais souligné le cas corse. Ouais, ça m'intéressait. Ouais. Donc moi, je vais en Corse en juillet d'ailleurs pour parler avec celles et ceux qui ont voté la déclaration du fleuve Tavignano. Voilà, il y a la tête dans les Pyrénées, alors, le tête ou la tête, je ne sais plus, mais ça s'écrit TET. Et comme la bataille de Tête au Vietnam. Et donc, il y a aussi, tu parlais de la Nouvelle-Calédonie, où il y a un code de l'environnement un peu particulier qui permet cette personnalisation des entités de la nature. Voilà. Donc, oui, il y a un frémissement, il y a des sensibilités qui seraient prêts à l'entendre. Et après, il y a les représentations dominantes. Enfin, on voit bien l'état du débat politique. On sait, comme tu le disais très justement, qu'on est assez loin de ces questions. On voit apparaître, parce que moi, j'ai dialogué avec quelques membres de l'équipe de Jadot, et ils me posaient des questions sur la personnalité juridique des éléments de la nature. Et ils l'ont un peu inscrit dans le programme, et j'ai vu comment ils ont formulé la chose, en fait. Comment, en l'occurrence ? C'est une phrase d'un bout de paragraphe que personne ne va vraiment voir parce que ce serait prendre sans doute un grand risque politique de dire en fait demain il y aura un horizon indien et il faut aller vers un droit animiste.
à 20h sur TF1, c'est compliqué, quoi. Mais moi, je peux le faire. Voilà, moi, je l'ai fait d'ailleurs. Mais c'est ça qui est un peu dingue, parce que c'est-à-dire que finalement, quand on t'écoute, quand on voit le travail que vous avez fait, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un truc de fou. Enfin, on voit que c'est passionnant, mais que du coup, c'est concret, pragmatique, c'est pas voilà, et que ça va exister parce que forcément, c'est notre horizon, et qu'aujourd'hui, finalement, le champ politique mainstream entre guillemets puisse pas se faire l'écho de ça, c'est désolant. Enfin, il faudrait arriver à faire passer ces idées-là. Disons qu'en tout cas, moi, ça fait de longues années que je me dis que la seule manière de ne pas désespérer du temps présent, c'est de considérer le temps long de ces transformations, de ces métamorphoses. Toutes celles et ceux qui attendent un grand soir écologique, en fait, risquent d'être déçus. Parce que, et de la même manière que toutes celles et ceux qui ont pu à un moment donné espérer qu'il y ait presque un effondrement, ou faire peur avec l'effondrement pour hâter des métamorphoses, je le dis en amorce du livre, je crois que la peur est vraiment un piètre allié. C'est pas en faisant peur que... Donc, quand on se place dans le temps long, et c'est ce que j'appelle aussi le temps potentiel, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on est là pas très nombreux et qu'ils nous qualifieraient d'éveillés. Mais c'est que, en fait, on est attentif à un état, à un devenir tendanciel de nos mondes. Et bon, c'est en chemin. Mais ça va c'est magnifique la rêverie à partir de là, parce que si on étend le jeu d'acteur, la scène, du théâtre social aux entités de la nature, bon, moi j'ai présenté un texte là sur AOC qui s'appelle « Faut-il rémunérer la nature pour son travail ?» Mais en fait, voilà, ça peut aller jusqu'à une rivière, la Loire, qui demanderait des revenus sur l'usage qu'on a de sa masse d'eau, puisqu'elle peut toucher des dommages et intérêts. Elle pourrait également demander des revenus sur sa masse d'eau. Donc, si elle a des revenus sur sa masse d'eau, elle pourra employer des avocats de manière pérenne et même presque payer des lobbyistes pour aller à Bruxelles pour faire le contrepoids. Et c'est pour ça que je rassemble tout ça dans une sorte de modification de la théorie de Montesquieu sur la balance des pouvoirs. En fait, on peut penser cette nouvelle étape des droits de la nature comme une nouvelle étape de la balance des pouvoirs, où on crée par des fictions juridiques quelque chose qui va nous aider à lutter contre les différentes formes de l'hubris humain, qui lui n'a pas de limite apparemment. Et donc c'est comme on vote des contre-pouvoirs, on crée des contre-pouvoirs. Là, en donnant le statut de sujet à des entités de la nature, en leur donnant des droits, en fait, on cède collectivement pour qu'il y ait quelque chose qui puisse nous dire non. Et c'est pas mal. Parce que ça se présente sous la forme du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix, en somme. Enfin, moi, je préfère cette voie-là. Certains vous diraient, je préfère que ce soit l'État qui régule. Je vois qu'il y a une grande résistance au fait que ce soit l'État qui nous dise maintenant, vous aurez le droit à tant d'empreintes carbone par an. C'est compliqué. Et puis, se mêlent des questions de justice sociale. Donc là, tout d'un coup, on crée un jeu d'acteurs étendu, où là, ce sont les entités de la nature elles-mêmes, bon, par des logiques de représentation humaine, de traduction, etc., mais qui vont nous dire non. Et c'est intéressant. Moi, je suis assez curieux de voir le monde qui naîtrait de ça. Et tu parlais disons, du peu de réceptivité des écologistes français, en tout cas organisés dans le mouvement à ces questions-là. Est-ce que tu penses que dans d'autres démocraties européennes, en Allemagne par exemple, que tu connais bien, est-ce que les écologistes sont plus intéressés par ces enjeux-là? Est-ce que c'est approprié un peu? Pas tellement? Non. Non, en Allemagne, ils sont très très loin de tout ça. Ouais. Ils sont très loin, mais parce qu'ils ont une toute autre histoire de la relation à la nature. La Naturwissenschaft du premier romantisme allemand, des Schlegel, de Humboldt, des Novalis, en fait, reste très prégnante, y compris dans le rituel quotidien. C'est les Wanderung, tu sais, c'est Waldwanderung, on va se promener en forêt le week-end. Ici, on va à Beaubourg. Enfin, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas sortir du périphérique. Bon, là, je parle de Paris, parce que c'est une ville que moi, j'ai toujours un peu de mal. On ne voit pas, il n'y a pas d'arbres. C'est trop minéral. En Allemagne, les imbrications urbanité et nature sont beaucoup plus fortes. C'est un autre rapport, et je crois que ça les... J'ai vu, en tout cas, sur un plan, mais c'est vraiment l'élite universitaire. C'est que la réception de la tour est très différente en Allemagne. Ouais.
eux, ils ont une histoire politique compliquée avec les forces de la nature. Parce que chez eux, ça coïncide à peu près avec la résurgence des forces païennes dans les années 30. Et donc, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une convocation des forces de la nature est immédiatement mis à distance par la Deutsche Rationalität, quoi. C'est-à-dire, en fait, non, on va rester sur le Habermas 1, sans les éléments de la nature. Donc, des citoyens rationnels, l'esprit critique, planification, etc. C'est comme ça. Et pas d'appel aux forces des tempêtes, des ouragans, etc. Et nous, dans notre histoire intellectuelle, je vois que c'est plus comment dire, c'est plus intense parce qu'on a été très loin dans le mécanisme de Descartes, jusqu'à vraiment oublier entièrement, enfin se rendre maître et possesseur, mais en allant très très loin dans la mécanisation du monde. Et là, de l'intérieur de nos sciences, tout d'un coup, il y a quelques philosophes, sans quitter la rationalité, mais qui relancent un désir de nature très fort, sans parfois d'ailleurs en mesurer forcément les suites. Alors voilà, je trouve que là, dans le fleuve, c'était cette maïeutique, moi, que je voulais incarner. C'était, vous avez des questions, des réponses. Donc ça permet de vous... Je voulais surtout pas un livre qui vous dise quoi penser. Je voulais un livre une dramaturgie, presque comme au théâtre, en disant il y a des arguments, comment est-ce qu'on approche, comment est-ce qu'on fait cette bascule du droit. Enfin voilà. Et je pense que c'est un peu la dimension d'ailleurs romanesque du livre. Est-ce que du côté des artistes, j'ai l'impression que cet enjeu du droit fait écho, intéresse, tu en as croisé, tu en discutes avec eux? Parce que le droit, c'est toujours pareil, un horizon qui fait jamais tellement rêver. Est-ce que tu as l'impression que ça prend, ça, un peu cette idée-là? Oui, parce que, c'est-à-dire l'approche du Parlement de Loire, nous, on a été les premiers surpris, en fait. Mais donc, ça a commencé en 2019, avant la pandémie. Puis ça s'est poursuivi pendant tout le temps de la pandémie. Et on a reçu... j'en voyais, quoi. Il y avait un intérêt grandissant à chaque fois qu'on faisait des journées, disons, les journées d'audition, en fait, c'était plein, soit en ligne, soit en réel. Et il y avait parmi celles et ceux qui suivaient le processus des auditions un grand nombre d'artistes eux-mêmes. J'ai croisé encore récemment Vinciane Després qui était en train de le lire et qui me dit « Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire parce que ça me donne des arguments pratiques, juridiques pour dire que penser comme l'oiseau, c'est pas simplement une fantaisie d'éthologue. » Donc, l'attente sociale sur une pragmatique du droit à partir de ces changements, de cette grande bascule dont tu parlais, elle était assez forte, je pense. Et le livre essaye de répondre notamment à ça. Donc, moi, j'ai eu le sentiment que ça avait un assez grand écho. Mais évidemment, c'est une petite goutte d'eau dans un espace où les gens sont surtout concernés par le fait de savoir comment ils vont nourrir leurs enfants, comment ils doivent travailler, etc. Bon, c'est un point de vue impératif, urgent et en même temps marginal dans les considérations quotidiennes des gens. Donc il n'y a que celles et ceux qui sont éveillés à ces questions et qui travaillent sur des formes d'art ou des formes de pensée ou des formes de pensée politique, les territoires. On a reçu des messages de différents fleuves, on a été contacté par différents maires. Il y a le maire de Lyon qui voulait comprendre comment ça fonctionnait. Donc depuis les politiques territoriales, les politiques urbaines, il y a une très grande écoute, c'est sûr, sur tout ça. Et les artistes également. Mais ça reste une part assez marginale d'un espace social vaste comme la France. Et quelle est la manière dont tu envisages de prolonger ce travail, toi, dans les mois, les années qui viennent? Ce serait quoi ton... Alors, bon, concrètement, là, ce qui est lancé, c'est que moi, on m'a demandé de venir, d'y réfléchir justement avec le maire de Lyon ou différentes mégalopoles qui cherchent à donner des droits à leurs fleuves, etc. Donc, moi, ça, je le fais quand on me demande. Après, il y a peut-être une déclaration des droits de la Loire qui va suivre un processus plus classiquement politique. Donc moi, je veillerai à l'écriture, puis ensuite je leur laisserai faire leur boulot là. Et puis là, avec Sarah Van Huxem et Mathieu Duperex. Donc Mathieu Duperex est un philosophe qui a écrit Voyage en sol incertain notamment. Et Sarah Van Huxem est une spécialiste du droit de l'environnement notamment.
Et on travaille un livre sur le travail de la nature, en fait. Comment la nature travaille, et qui pose la question de sa rémunération. Enfin, là, ce sera un peu long de le dire, mais ce qui se joue... alors, donc, vous voyez, là, on a parlé de la question du droit. Après, il y a les métamorphoses de l'économie politique. Et aujourd'hui, ce qui est en train de l'emporter dans les différents modèles anglo-saxons de l'économie politique, c'est ce qu'ils appellent notamment la finance verte, la croissance verte, les services écosystémiques, c'est-à-dire en fait une comptabilisation générale, ou une internalisation, mais une comptabilisation générale du travail de la nature dans nos comptabilités humaines. Bon, en somme, c'est un pas de plus dans la monétisation du monde, mais avec l'argument utilitariste classique des économistes du 19e siècle qui consiste à dire « nous détruisons la Terre parce qu'elle n'a pas de prix », avec le double sens de « elle n'a pas de prix ». En fait, ils disent, en somme, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur et qu'on se permet d'exploiter les choses. Mais dès lors que ça a une valeur, ça va aller mieux. Donc, mettons qu'on est apiculteur, on aura dans sa comptabilité le travail des abeilles. Et l'enjeu majeur de cette question, c'est que, évidemment, c'est un encodage très libéral. Pourquoi ? Parce que ça reste des intérêts humains qui restent les destinataires de la valeur ajoutée. Donc des capitaux humains et qui investissent dans la technologie et qui utilisent le travail de la nature, qui est comptabilisé, mais qui produit une plus-value pour des intérêts humains. Et le modèle, enfin l'autre voie, qui est assez folle, hein, mais moi j'aime bien travailler sur des hypothèses un peu dingues, c'est que si on a l'espèce abeille et qu'elle est une entité juridique, et que par ailleurs, parce que ça ils vont nous l'imposer, le travail des abeilles est comptabilisé, alors potentiellement le travail des abeilles sera rémunéré à l'espèce abeille. Et donc reviendra dans une économie qui, elle, est non marchande. Dans les logiques de fondation, on connaît bien ça, puisqu'il y a une activité commerciale et qu'on sort une partie de la valeur des logiques marchandes pour créer autre chose, pour créer d'autres formes de valeurs, des valeurs qui, elles, sont non commerciales. Eh bien, si on a des entités de la nature, on peut les penser comme des fonds de dotation ou des fondations, hein, la Fondation des forêts de France. Et puis, on exploite le bois parce qu'il faut bien se loger, il faut bien exploiter le bois, et faire du papier. Et par contre, il y a une partie du travail des forêts qui n'est plus relancée dans l'économie productive, mais qui est versée à l'entité juridique forêt. Et à partir de là, les forêts, avec ces revenus, pourront défendre les intérêts de temps long, je disais, sans employer des avocats, payer parfois des organisations non gouvernementales qui, elles, travaillent souvent et dépendent de... Voilà. Donc c'est toute cette hypothèse, c'est toute cette circulation autre de la valeur sur laquelle on travaille, avec une logique assez critique, puisque Mathieu va porter une voix très critique, Sarah... Et moi, je fais la fiction. Moi, j'écris la fiction et les commentateurs disent là, c'est déjà ce qui se passe, là, c'est comme ça que ça pourrait marcher, là, on est très critique de ça. Voilà. Donc après la révolution du droit, la révolution de l'économie. Ouais. Ben, c'est aussi des fictions. Donc moi, je reste dans ma charge, c'est des fictions à venir et comment elles organisent la vie sur Terre. Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup Camille, c'était passionnant. Je trouve que voilà, ça ouvre quand même beaucoup d'horizons, de réflexion. Vraiment, merci infiniment. Donc, je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire ce livre très très beau, Le fleuve qui voulait écrire, l'édition du Parlement de Loire. C'est sorti donc chez Magnola Éditions. Et c'est intimidant. Ça semble beaucoup de pages. Ouais, mais en fait, ça se lit à plusieurs degrés. Moi, j'ai veillé à ce qu'il y ait une lecture très feuilletée. Puis après, on peut découper sa lecture. On peut lire simplement une journée d'audition. Et ça va très vite. C'est bon. Ça enlève quelques heures de Netflix ou de séries. Mais peut-être que vous n'êtes pas trop là-dessus. Donc, ça permet de et puis, le 2 mars, je signale ça aussi. Donc, ça, c'est au pommier. C'est nous reconnaître les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant. Un livre dont tu as fait la préface aussi, qui prolonge vraiment cette question-là. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas déjà lu Thésée, c'est la vie nouvelle, qui est son dernier récit, qui est sorti chez Verdier l'année dernière, je vous le conseille parce que c'est un livre magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Camille. Et merci. Et merci à vous. Merci pour votre écoute, pour votre travail. Merci Jean-Marie.